De ce fait, la sentence que j'impose à l'accusé pour le meurtre de la défunte Reeva Steenkamp est de 6 ans de prison. Le verdict est tombé ce mercredi au tribunal de Pretoria. Après une procédure en appel, l'athlète Oscar Pistorius retourne donc derrière les barreaux pour 6 ans, alors qu'il était assigné à résidence chez son oncle à Pretoria depuis octobre 2015. La peine énoncée concerne le meurtre de Reeva Steenkamp, la compagne d'Oscar Pistorius, qu'il a abattu de 4 balles à son domicile le 14 février 2013. Le procès fleuve du sextuple champion paralympique a commencé en première instance début mars 2014. La sentence rendue ce mercredi par la juge Thokozile Masipa est toutefois bien inférieure à la peine planchée pour ce crime. Le parquet avait réclamé au moins 15 ans de détention, estimant qu'Oscar Pistorius n'avait pas exprimé de remords après avoir été reconnu en appel coupable de meurtre. Un meurtre est toujours un crime très grave. Le fait que l'accusé pensait qu'il s'agissait d'un intrus ne le rend pas moins grave. Je suis d'avis que les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravants. J'estime qu'il y a des circonstances atténuantes qui justifient de ne pas imposer la peine planchée de 15 ans pour meurtre. Sur les 6 ans de prison ferme auxquels il est condamné, Oscar Pistorius pourra théoriquement demander sa libération conditionnelle en 2019, soit après avoir purgé 3 ans de prison. En tout cas, le sportif effectuera bien sa peine, sa défense ayant décidé de ne pas faire appel de la décision. L'affaire Pistorius, un procès qui aura suscité toutes les émotions. Concernant le camp de la défense, nous respectons la décision de Masipa et nous ne ferons aucune démarche pour faire appel et Oscar fera sa peine telle que donnée par Masipa. Je pense qu'il est très important de souligner que la famille a été très respectueuse du processus tout au long, du processus légal, de la loi, et rien n'a changé aujourd'hui. Il accepte la sentence donnée par le juge et par la Cour suprême. Je pense que le système n'est pas juste, soyons honnêtes. Par exemple, si vous allez à New York, demandez combien de personnes afrodescendantes ont commis des meurtres. Regardez leurs peines. Beaucoup d'entre eux ont écopé de 28 ans de prison. Je n'ai pas les chiffres, mais si l'on compare, je peux vous garantir qu'il y a une différence. Quelque chose ne va pas dans le système. En Libye, en revanche, Seif al-Islam Kadhafi vient d'être remis en liberté. La libération du fils aîné de Mouammar Kadhafi intervient dans le cadre de l'amnistie générale en Libye, annoncée il y a quelques mois par le gouvernement provisoire de Tobrouk. Après sa capture en 2011 par les milices de Zenten, Seif al-Islam Kadhafi a été condamné à mort par un tribunal de Tripoli qui réclamait son extradition vers la capitale. Il était jugé pour son implication dans des crimes contre l'humanité commis pendant la révolution libyenne de 2011. Le verdict est enfin tombé. Après 2 mois de procès devant la cour d'assises de Paris en France, les 2 anciens bourgmestres rwandais accusés de génocide ont été reconnus coupables et condamnés à la réclusion à perpétuité. Octavian Ngezi et Tito Barahira ont été désignés comme étant des rouages essentiels du génocide de Tutsi en 1994 dans leur commune de Kabarondo. Les 2 anciens maires ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité, d'exécutions sommaires massives et systématiques et de génocide. Quelques 2000 personnes qui cherchaient refuge dans une église de Kabarondo avaient alors été matraquées puis massacrées à la machette. Et c'est justement au Rwanda que le Premier ministre israélien poursuivait ce mercredi sa visite en Afrique. Benjamin Netanyahou a réalisé une étape très symbolique pour lui de son parcours africain. L'occasion de consolider les liens entre Israël et le Rwanda, des pays dont les histoires sont toutes 2 marquées par un génocide. À son arrivée à Kigali vers 10 heures locales, M. Netanyahou et son épouse ont été accueillis par le président rwandais Paul Kagame ainsi que la première dame du pays. L'arrivée célébrée par une fanfare militaire a été retransmise en direct à la télévision rwandaise. Le Premier ministre israélien s'est ensuite rendu au mémorial du génocide de Gisozi où il a déposé des fleurs. Les corps de 250 000 des 800 000 victimes du génocide rwandais reposent dans le jardin de ce mémorial. Après la manifestation des fonctionnaires non payés, c'est la société civile qui a appelé ce mercredi à une grève générale au Zimbabwe.
Les rues de la capitale Harare étaient particulièrement désertes ce matin, où la grève générale semblait avoir relativement bien été suivie. En l'absence de leurs professeurs, les enfants n'étaient pas à l'école. Dans la ville de Masvingo, au sud-est du Zimbabwe, la police a dispersé des manifestants qui bloquaient les rues avec des pneus en feu. Le mouvement social fait suite à plusieurs jours de manifestations dans le pays, un nouveau symbole du climat de tension qui règne contre la politique économique du président Robert Mugabe. Autre mouvement de grève, celui observé depuis mardi par les magistrats au Tchad. Une grève qui, selon le syndicat des magistrats du pays, devrait durer jusqu'au 15 juillet. Les revendications du SMT concernent principalement des points sécuritaires et financiers. Les magistrats réclament notamment de meilleures conditions de sécurité pour les juges, ainsi que le paiement d'arriérés de primes. Selon le président du syndicat des magistrats, Djonga Arafi, les primes annuelles de rendement de 2015 ne leur ont pas été versées. Leur montant s'élèverait à 195 millions de francs CFA. Au Tchad, les grèves de fonctionnaires qui réclament le paiement d'arriérés de salaire se sont multipliées ces derniers mois. Au Nigeria, la police a annoncé mardi la libération d'un diplomate sierra-léonais kidnappé vendredi 1er juillet, une information confirmée par les autorités sierra-léonaises. Aucune des deux entités n'a donné d'explication sur les circonstances de cette libération, ni sur l'identité des ravisseurs d'Alfred Nelson Williams. Un responsable du bureau du porte-parole du gouvernement sierra-léonais a cependant affirmé qu'aucune rançon n'a été versée. Le vice-ambassadeur de Sierra Leone et attaché de défense à l'ambassade à Abuja au Nigeria a été enlevé alors qu'il se rendait à une cérémonie militaire en empruntant la route de Kaduna. Il a désormais retrouvé sa famille et est en bonne santé, selon le chef de la police nigériane. Quant à la soudaine libération de l'avocate Lydienne Yeneyoum au Cameroun, elle laisse toujours la population très songeuse. L'annonce de la remise de peine accordée lundi par le président Paul Biya à l'avocate française d'origine camerounaise fait toujours les gros titres de la presse du pays. Lydienne Yeneyoum, qui avait été condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics, a été remise en liberté après plus de 6 ans passés derrière les barreaux. Pour Maître Lydienne Yeneyoum, c'est déjà un ouf de soulagement. Il faut quand même dire, depuis début 2010, elle est poursuivie, elle est incarcérée dans la prison de Kondengui. Et si vous connaissez les conditions d'emprisonnement, vous pouvez dire peut-être il faut d'abord que je sorte de là, on verra bien plus tard. Maintenant, le chef de l'État, le président Paul Biya, nous a habitués à des choses spectaculaires. Là encore, il fait libérer Maître Lydienne Yeneyoum nuitamment. Quelle était l'urgence? Quel est l'agenda? C'est des points d'interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est, il faut quand même le noter et pour le déplorer, qu'elle est libre, mais toutes les sanctions restent. Mais la justice a déjà condamné ces gens-là. Mais pourquoi donc la pression doit venir hors du pays international? Donc cette intervention-là n'a pas le droit. Ça, c'est déjà une domination, une ingérence, quoi. Oui, il poursuivra sa lutte pacifique contre le président congolais Joseph Kabila et depuis la République démocratique du Congo. L'opposant Moïse Katumbi, en Europe depuis le 20 mai, a annoncé mardi son intention de rentrer à Kinshasa, et ce malgré sa condamnation le 22 juin à 3 ans de prison dans son pays. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle a notamment évoqué un rassemblement de l'opposition congolaise planifié le 31 juillet. L'ancien gouverneur de la province du Katanga, déjà condamné dans un litige immobilier, est également menacé d'un autre procès pour recrutement de mercenaires. Malgré tout, Moïse Katumbi, qui souhaite une alternance politique dans son pays, déclare ne pas craindre un retour en République démocratique du Congo. Je suis toujours candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas à cause de ces fausses condamnations que Moïse Katumbi ne sera pas candidat. Je vais rentrer bientôt au pays pour ma candidature et pour travailler avec le peuple congolais. Ce que nous demandons au président Kabila, c'est de faire la première alternance pacifique. Et je demanderai au peuple congolais de dire au président Kabila, quand on le voit avec tous les ministres, au revoir monsieur le président, vous avez beaucoup travaillé, au revoir. Le 19 décembre, le président Kabila doit faire une passation pacifique
et à un autre chef d'État. S'il ne le fait pas, la population, il y aura des manifestations pacifiques, la population va être dans la rue pour réclamer le pouvoir que cette population avait donné au président Kabila pendant les 2 mandats. Le premier point, c'est que le Congo puisse avoir un état de droit, parce qu'on a perdu l'état de droit dans notre pays, et aussi améliorer le social de la population, le pouvoir d'achat, améliorer les salaires des fonctionnaires, améliorer l'éducation et l'électricité dans notre pays. Réapparition du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État a effectué mardi sa première sortie publique depuis 1 an. Monsieur Bouteflika s'est rendu sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie, un déplacement réalisé à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. C'est en fauteuil roulant que le président algérien de 79 ans, fragilisé par un accident cardiovasculaire survenu en 2013, est allé déposer une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif au cimetière d'El Aliya. Abdelaziz Bouteflika a ensuite écouté une prière avant de recevoir les honneurs de la garde républicaine et de saluer des membres du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, ainsi que le président de l'Organisation nationale des Moudjahidines, qui réunit les vétérans de la guerre d'Algérie. À l'international, le rapport Chilcot rendu public ce mercredi met le Royaume-Uni en émoi. 7 ans après son ouverture, les conclusions sur l'engagement très critiqué du pays dans la guerre d'Irak en 2003 ont été présentées par le président de la commission en charge de l'enquête, John Chilcot. À Londres, de nombreux manifestants se sont réunis avant l'annonce du rapport pour demander que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair soit poursuivi pour crime de guerre. Tony Blair particulièrement mis à l'index par le rapport Chilcot. Le document détaille tous les contours de la participation du Royaume-Uni au conflit irakien aux côtés des Américains, une intervention justifiée à l'époque par la prétendue présence d'armes de destruction massive. M. Blair cherchait à obtenir un partenariat comme moyen d'influencer le président Bush. Il a proposé un ultimatum des Nations Unies à l'Irak pour que le pays réadmette des inspecteurs, au risque de devoir faire face aux conséquences dans le cas contraire. Le 28 juillet, M. Blair écrit au président américain George Bush pour lui assurer qu'il serait avec lui, quoi qu'il arrive. En l'absence de majorité en faveur d'une intervention militaire, on considère que le Royaume-Uni a, en fait, porté atteinte à l'autorité du Conseil de sécurité. Nous avons cependant conclu que les circonstances dans lesquelles il a été décidé qu'il y avait un fondement légal à l'intervention militaire britannique étaient loin d'être satisfaisantes. Les conclusions sur la gravité de la menace posée par des armes de destruction massive irakiennes ont été présentées avec une certitude qui n'était pas justifiée. Il est maintenant clair que la stratégie en Irak a été conçue sur la base de renseignements et d'estimations déficientes. Elles n'ont pas été critiquées et elles auraient dû l'être. L'Irak toujours en proie à l'insécurité. Après le terrible attentat suicide de Bagdad dimanche, le bilan s'alourdit. Ce sont plus de 250 morts qui sont désormais recensés suite à l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. La population irakienne se mobilise en masse depuis la survenue de cet attentat, l'un des plus meurtriers dans le pays. Mardi, des dizaines de Bagdadis donnaient leur sang dans la capitale afin d'aider les plus de 200 blessés, toujours hospitalisés. Je ne suis pas venu pour quelqu'un en particulier. Non, c'est juste parce qu'ils sont irakiens. Quelle que soit leur identité ou leur appartenance ethnique, je m'en fiche. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils sont irakiens et dans le besoin. Cette goutte de sang peut aider même juste un peu. Les blessés, comme nous l'avons dit, sont 200 et les martyrs sont 250. La plupart des blessés sont soignés et Dieu merci, ils sont partis en meilleur état. Ici, il reste seulement 23 blessés. Les corps ont été transférés au département de médecine légiste et ont besoin d'une analyse ADN pour chercher une correspondance avec les familles de martyrs. Il y a 150 corps. Ces corps ont été brûlés pendant l'incendie causé par l'attaque terroriste. Les stigmates de la brutalité policière envers les afrodescendants se rouvrent aux États-Unis. Alton Sterling, un Afro-Américain de 37 ans, a été abattu mardi en Louisiane. Ce père de 5 enfants aurait été signalé à la police alors qu'il vendait des CD devant un supermarché de Baton Rouge et qu'il aurait pointé une arme.
Mais ce qui alimente la colère de la population, c'est la brutalité employée par les 2 policiers venus l'interpeller. Une vidéo amateur montre les agents mettre l'homme à terre, puis l'un d'eux qui tire sur M. Sterling. Selon l'autopsie de la victime, Alton Sterling serait mort de multiples blessures par balle, à la poitrine et au dos. Plus de 200 personnes étaient rassemblées mardi soir pour protester contre les méthodes employées sur M. Sterling. Alors que les manifestants scandaient le slogan « Black Lives Matter », d'autres ont relaté leurs propres expériences d'altercation avec la police de Bâton Rouge. La mobilisation s'est poursuivie mercredi matin devant la mairie de la ville. Après ses déboires en Copa América avec la défaite de la sélection argentine, le footballeur Lionel Messi est désormais accablé par la justice. 21 mois de prison avec sursis, c'est la peine dont a finalement écopé l'attaquant du FC Barcelone. La Pulga condamné pour fraude fiscale. Lionel Messi ainsi que son père ont reçu le verdict du tribunal de Barcelone ce mercredi. Outre la peine d'emprisonnement avec sursis, les 2 hommes ont également été condamnés à verser des amendes d'un total de 3 700 000 €, soit plus de 2 400 millions de francs CFA. Le quintuple Ballon d'Or a été reconnu coupable d'avoir fraudé sur les revenus tirés de ses droits à l'image entre 2007 et 2009. La décision du tribunal peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême espagnole. Après 30 jours de prière, de pénitence et de partage, les fidèles musulmans de la ville de Yaoundé se retrouvent dans des grandes mosquées et places publiques pour célébrer la fête du Ramadan. C'est un moment de silence, de méditation et de purification. Le symbole des fidèles musulmans avec la fin du Ramadan, d'abord c'est la joie et le remerciement de Dieu et la grandeur de Dieu. C'est ça qu'on va prononcer dès que le mois de Ramadan finit, pour remercier d'abord Dieu qui nous a permis de fêter, de jeûner tout le mois de Ramadan. Placée sous le signe de la paix et de la stabilité au Cameroun, la fête du Ramadan est l'occasion pour les fidèles de dire merci à Allah pour tous ses bienfaits. Au terme de cet instant de communion avec le Dieu créateur, l'on peut se réjouir d'avoir traversé une période de jeûne, calme et paisible. Ce jeûne de 2016, on l'a placé, si je peux dire, pour la stabilité. Parce que sans paix, on ne peut rien. C'est ça. Et comme l'islam, dans sa prononciation, As-Salam, Islam, qui veut dire la paix. Et alors le musulman doit non seulement se comporter en homme de paix, et aussi, si je peux dire, vivre avec cette paix. De faire tout ce que le musulman il peut le faire pour préserver cette paix. La cérémonie a connu la présence de nombreuses personnalités du gouvernement camerounais, conduite par son ministre de la Communication, qui a réitéré l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Boko Haram est réduit à sa plus simple expression grâce à la vigilance, à l'engagement, à la détermination de celui qui préside notre destinée, je vais dire au président Biya, mais également et surtout à nos forces de défense et de sécurité. Ces hommes et ces femmes qui défient la peur et la mort pour que nous vivions dans des frontières sûres. Rendez-vous a été pris dans les domiciles où tout le monde est convié à communier au festin de la Renaissance. La suite maintenant, après avoir accompli cette prière, on se retrouve dans la famille, à la maison. En famille, on a invité les amis qui peuvent venir partager ce que vraiment Dieu nous a donné pour rompre le jeûne et manger et boire. Les fidèles musulmans sont invités à continuer dans la prière et à garder tous les enseignements reçus tout au long de cette période de jeûne du Ramadan. Ils sont venus de tous les coins de Lomé à se rassembler au stade de Kégué, le plus grand stade du Togo, pour cette séance de prière commune. Les fidèles d'Allah ont prié pour la paix au Togo et dans le monde qui connaît des actes de violence. La recherche de la paix, la pérennisation de la paix est le credo de tous les musulmans. Malheureusement, il existe des hommes musulmans ou arborant le manteau d'un musulman qui posent des actes ignobles, emportant des milliers de vies humaines. Le président de l'Union musulmane du Togo a par ailleurs fustigé l'attitude des terroristes qui causent la désolation dans le monde. Les terroristes
soi-disant djihadistes, se mettent hors de la catégorie des hommes normaux ici-bas et des hommes d'un autre chemin à l'au-delà parce que meurtriers de leur propre espèce. Comment une religion qui guide l'homme vers la félicité peut être marquée du sceau de violence, de désolation et du manque d'égard pour la vie qui est sacrée? Le Très-Haut a dit au verset 93, sourate 4, celui qui tue volontairement pour un ou un non-croyant aura l'enfer pour un séjour éternel. Il encourt la colère de Dieu. Sa malédiction est un terrible châtiment. Selon lui, l'islam est une religion de fraternité, d'union, de cohésion sociale, d'harmonie et de concorde sans fanatisme. Il y a quelque chose à regretter, c'est que notre religion, qui nous incite à la fraternité, à l'entraide, à l'entente, à l'union, à la cohésion sociale, à l'harmonie et à la concorde, ne trouve pas toute l'ampleur de son implication chez certains musulmans. L'islam doit être vécu sans ostentation, sans fanatisme, ni radicalisme. C'est une religion de juste milieu. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois sacré du jeûne musulman du Ramadan. C'est la fin d'un mois de jeûne et de privation de toutes sortes. Refermons cette édition avec un mot de littérature. Le prestigieux prix Kane a récompensé mardi le Sud-Africain Lee Dudu Malingani. L'écrivain et cinéaste est le lauréat 2016 du prix qui récompense chaque année un auteur africain de langue anglaise. Cette année, c'est la nouvelle Memories We Lost qui a donc été honorée. Dans cet ouvrage, Lee Dudu Malingani parle d'une fratrie aux prises avec la schizophrénie, une histoire tirée de l'expérience du jeune homme. Le prix Kane est assorti d'une prime de 15 000 $, soit près de 9 millions de francs CFA, et qui comprend une offre de résidence d'écrivain à l'université américaine de Georgetown, à Washington. C'est la fin de ce bulletin d'information du 6 juillet 2016. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.